Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue en direct de notre émission Power Boost au CIMA, au Parc des Expositions de Villepinte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la faiblesse des ventes dans le machinisme agricole. Quelles sont les raisons de la crise? Pour cela, nous recevons Frédéric Vigier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller agroéquipement éthique à l'IRSTEA, avec le micro s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Et en face de vous, Christian Fischer, directeur commercial France pour Kuhn. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, si vous pouviez donner une ou deux raisons de la faiblesse des ventes de machines agricoles en France, quelles seraient-elles? C'est très difficile, hein. Si on avait les raisons exactes, ça nous plairait bien. Ceci étant, il faut reconnaître que le machiniste... Il faut se souvenir de l'histoire. La France a eu une progression très forte entre 2010 et 2013, et sans doute plus forte encore que l'ensemble des autres marchés, notamment européens. Peut-être une des raisons pour lesquelles, depuis 2014, la France chute un peu plus fortement. Mais si on regarde la moyenne sur les 7 dernières années, finalement, on est à peu près dans le même niveau. Mais il ne reste pas moins que sur les 3 dernières années, on observe tout de même une chute importante. Alors la chute très importante des 3 dernières années vient justement de cette forte progression auparavant et par la suite des phénomènes que tout le monde connaît, des baisses des prix des produits agricoles de manière générale, des coûts de réglementation et de main-d'œuvre qui sont extrêmement élevés en France, un moral qui n'est pas là, avec une situation économique, voire même politique française qui n'est pas forcément qui ne met pas forcément les agriculteurs dans des situations très à l'aise, donc dans des période où, en général, quand on est à l'aise, on investit un peu plus facilement. Alors, Frédéric Vigier, votre avis? Alors, bon, je pense que j'aurai un avis sûrement encore moins éclairé que M. Fischer, mais la perception que je dirais qu'on peut avoir du côté d'IRSTEA, c'est que je reste très positif parce que l'engagement, les besoins qui ont été évoqués par la profession, qu'on remette en avant l'activité agroéquipement a laissé des traces, je pense, au travers des 3 missions de mon président, notamment en appui aux agroéquipementiers. Donc il y avait besoin de remettre cette profession, je pense, en avant, qui avait des difficultés à recruter aussi, donc ça n'aide pas. Mais ceci étant, sur les ventes, je pense que je suis tout à fait d'accord sur l'aspect un petit peu conjoncturel. Les aspects un peu yo-yo, je pense, des ventes font qu'à certains moments, on a des surventes qui font qu'après, on sous-vend. Il y a des secteurs qui ne sont pas si défavorisés que ça, si on va voir du côté du secteur viticole. Du côté céréalier, on sait que c'est lié, comme vous l'aviez dit, aux conjonctures de sous-production chez nous et de prix qui ont baissé parce qu'il y a eu surproduction ailleurs. Pour résumer. Et du côté de l'élevage, bon là, on ne va pas épiloguer plus. Je pense que c'est peut-être le secteur qui souffre le plus. Et du coup, ça a sûrement un impact énorme pour des constructeurs comme Kuhn, en l'occurrence. Par contre, dans le groupe Kuhn, je pense que du côté de Valin-Bucher, du côté de la maison mère Bucher, où il y a Valin, on ne doit pas souffrir trop mal. On n'est pas en situation désespérée, je suppose. Christian Fischer, votre réponse? Je ne sais pas s'il faut que je parle vraiment de Kuhn, mais c'est vrai que la diversité des activités du groupe Kuhn fait que nous avons une vision assez générale sur l'ensemble des marchés. Le secteur viticole est un secteur qui se tient plutôt bien, pas que sur les 3 dernières années, ça fait une petite dizaine d'années que c'est un secteur qui est assez stable, mine de rien. Le secteur de l'élevage, il a connu des période très difficile depuis 3 ans. On sent quand même une certaine stabilité depuis 1 an. C'est un secteur qui est nettement moins éprouvé que ce qu'a connu le secteur céréalier sur la dernière année, depuis l'été, pour l'essentiel, puisque jusqu'au mois de mai-juin, avant d'avoir une vision un peu plus précise sur les résultats des récoltes de l'été dernier, on restait quand même dans un environnement et un climat qui était correct. Alors Christian Fischer, nous avons parlé de la France, mais le constat, finalement, ce phénomène est observé également au niveau européen, voire mondial, et notamment en Amérique du Nord. Alors au niveau européen, oui, c'est un phénomène qui est assez similaire, mais souvent un peu décalé dans le temps. On aperçoit que les phénomènes que nous connaissons dans les 2 grandes catégories de produits que nous avons, qui sont destinés aux grandes cultures céréalières, et l'élevage de l'autre, on a des situations similaires mais décalées dans le temps, souvent de 6 mois, 1 an. Et la France est souvent un petit peu en avance. En Amérique du Nord, nous avons un marché qui est assez difficile, mine de rien, dans le secteur céréalier depuis presque 2 ans. Et dans le secteur d'élevage également depuis 1 an. Donc, nous sommes très exposés en tant que groupe Kuhn.
sur le marché nord-américain, qui représente une part vraiment non négligeable de notre activité, près d'un quart. Et c'est un secteur que nous suivons de très très près, d'autant plus que nous sommes industriels américains en ayant 2 usines là-bas. Alors, quelles sont les solutions à disposition des constructeurs justement pour relancer les ventes? C'est une très bonne question. Les solutions, je pense que fondamentalement, nous ne les avons pas, mais nous pouvons les accompagner. Et comment pouvons-nous les accompagner? En apportant des réponses à des améliorations de la productivité du secteur par des solutions technologiques soit plus précises qui permettent un retour sur investissement plus rapide pour le monde agricole. Donc pour moi, les solutions, ce sont surtout des solutions technologiques qui permettent plus facilement de couvrir les frais fixes du secteur agricole. Il y a des produits qui sont très orientés dans ce sens, la pulvérisation, le matériel de fertilisation, mais aussi l'élevage avec de la robotisation qui se fait. Mais un produit aujourd'hui n'a de raison d'être que s'il apporte une valeur ajoutée et que s'il permet à son possesseur de couvrir ses frais et son coût. Frédéric Vigier, la technologie finalement, est-ce que c'est la clé? Alors, je ne peux qu'adhérer. Je pense que IRSEA, par définition, est Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Et en l'occurrence, l'agriculture, c'est bien nos agroéquipements dont on parle, et de l'e-agriculture en l'occurrence. J'adhère, mais alors complètement, mais avec peut-être moins d'objectivité, je ne sais pas, que M. Fischer. Moi, je pense qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où si les industriels, et heureusement, on est totalement conscient qu'ils cherchent à répondre essentiellement aux besoins de leurs clients, mais ça, c'est le rôle d'une entreprise qui a un business à vendre. Donc, on est dans du business to business. Hein. L'agriculteur, ce n'est pas un consommateur, c'est une entreprise. Et les industriels, je pense qu'on ressent, nous, et là, je parle en tant que conseiller technologique pour le jury du palmarès du CIMA, on ressent que les industriels cherchent à être de plus en plus en réponse aux attentes des clients. Je ne dis pas qu'ils ne l'étaient pas avant, mais globalement, on est dans une économie sur ce secteur qui est en train de migrer vers ce qui existe un peu partout. C'est une économie de l'usage. C'est-à-dire que l'agriculteur, il ne cherche pas à être propriétaire d'un matériel. Il cherche à avoir une solution technologique à ses problèmes de production, à ses problèmes économiques et à ses problèmes environnementaux. Et donc, avec ces 3 facettes-là, tout en étant, lui, pas mis en danger, et donc en restant le maître d'œuvre. Je pense que c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on promeut dans nos jurys du palmarès. Globalement, je pense que c'est ça. Concrètement, favoriser la location plutôt que l'achat? Peut-être pas spécialement favorisé, mais c'est penser qu'il y a plusieurs modèles de fonctionnement qui sont du modèle de propriété, du modèle d'entreprise, du modèle de CUMA, du modèle, et on est là pas loin d'une entreprise qui s'appelle WeFarmUp, où le partage d'équipements qui a pu exister avec les cercles d'échange historiquement, moi j'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune, ce modèle-là, il n'est pas du tout dépassé. Au contraire, je pense que les utilisateurs ont besoin, pour avoir une économie qui fonctionne sur l'entreprise, d'avoir des modes de fonctionnement qui s'adaptent. Alors Christian Fischer, votre regard peut-être sur l'économie de partage, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, lequel vous êtes attentif chez Kuhn? Je crois que l'économie de partage, elle répond à une problématique de base qui est le fait chez l'agriculteur dont l'objectif est de couvrir les frais qu'il a. Aujourd'hui, il est clair que souvent nos matériels sont saisonniers. Étant saisonniers, ils sont utilisés sur des périodes très courtes. Donc, qu'est-ce que recherchent les agriculteurs? Et c'est logique, c'est de mutualiser les coûts. Il y a d'autres solutions pour cela aussi, parce que finalement, quand on a recours à de l'entreprise ou quand les CUMA se créent pour des achats communs de matériel, c'est une forme de mutualisation des coûts, au même titre que de la location également. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, la location peut aussi avoir son sens à partir du moment où on trouve sur une période donnée, suffisamment d'utilisateurs qui veulent bien s'inscrire les uns derrière les autres pour utiliser les matériels les uns derrière les autres, à condition aussi, attention par contre, c'est un paramètre important, à condition de trouver cela dans un espace géographique suffisamment limité et ne pas avoir des coûts de transport qui viendraient greffer ou augmenter au final le coût de l'utilisation du matériel donné. Frédéric Vigier, vous vouliez réagir?
Non, j'adhère, mais alors complètement, parce que je pense qu'on est dans une société où l'usage prime sur le reste, et donc je ne voulais pas primer la location par rapport au reste, clairement. Je pense qu'on est totalement dans une approche où le matériel ne doit pas être une charge, mais bien une réponse à un besoin. Donc même si c'est une charge financièrement. Et à côté de ça, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, et je pense que Kuhn, parmi d'autres, comme beaucoup d'industriels, les technologies de l'information, de la communication, l'acquisition de données, les industriels sont en train de prendre en compte le fait qu'il y a de la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter aux agriculteurs en leur fournissant la capacité à collecter de la donnée, à analyser cette donnée, à leur retourner pour avoir un meilleur usage de leur équipement et donc retirer des marges supplémentaires. Donc il y a toute cette évolution qui est accompagnée du partage de données, de la collecte de données, de leur usage. Et donc je pense que tous les industriels ont peu ou prou une évolution vers les TIC pour résumer, mais globalement je pense qu'on est un peu dans ces scénarios-là. Christian Fischer, toute dernière question. Est-ce que finalement le matériel agricole n'est-il pas trop cher aujourd'hui par rapport à, par exemple, il y a 20 ans ? On entend souvent parler, à juste titre d'ailleurs, le matériel a augmenté. À périmètre constant, et les études, nous les faisons, sur nos propres produits, et après ce que font les autres, je ne suis pas capable parce que je ne connais pas leur coût de production. Mais à périmètre constant, nos produits augmentent très peu, c'est-à-dire à périmètre technologique constant. Ceci étant, quand on parle de problématiques de réglementation, de coûts, de main-d'œuvre, de réglementation, nous les avons aussi. Et tous les ans, nous sommes obligés de mener des opérations supplémentaires dans nos propres usines pour mettre aux normes, pour protéger les employés. Ça, c'est dans l'usine. Sur les matériels, très régulièrement, nous sommes obligés de rajouter des dispositifs sécuritaires supplémentaires, faire passer des matériels dans des dossiers d'homologation supplémentaires, ça a un coût. À cela, les nouvelles technologies apportent bien évidemment des solutions aux clients, mais ces nouvelles technologies ont un coût. Donc c'est vrai que le prix moyen d'un matériel donné d'une certaine catégorie par rapport à il y a 10 ans a augmenté de manière considérable. Mais la part d'augmentation pure du périmètre constant est très faible, peut-être de 0,5 ou 1% par an. Votre avis d'expert ? Je ne sais pas si je pourrais être plus expert sur la notion de coût dans les entreprises, je ne pense pas du tout, mais il me semble effectivement qu'on se retrouve dans une situation où on a vu évoluer les agroéquipements et l'agriculture, on a vu ça évoluer, mais c'est en apportant un plus. Donc on prolonge, on apporte à l'agriculture ce que j'ai dit il fut un temps, une intelligence augmentée. Je vais pas paraphraser des gens qui parlent de cet aspect-là de façon générique et pas seulement en agriculture, mais on se trouve avec une augmentation de la capacité de l'humain et donc des agriculteurs, et sans dire qu'ils ne sont pas intelligents, grâce aux technologies, grâce à l'information qu'ils peuvent collecter sur de l'agriculture de précision. Et donc le coût, effectivement, si on ne parle que de l'équipement et de son usage proprement dit, peut-être que le coût proprement dit, lui, peut peut-être apparaître comme ayant augmenté. Mais si on regarde les gains que ça peut apporter sur le long terme, et pas seulement sur un pas de temps court, il y a une meilleure maîtrise sur des exploitations de plus grosse taille, notamment, meilleure maîtrise de ce qui se passe à des échelles plus fines. Donc on obtient une réduction des apports d'intrants, parce qu'on l'optimise, on obtient une meilleure mesure de ce qui se passe, la variabilité qu'il y a intraparcellaire et donc une meilleure protection des cultures, sans augmenter l'usage de produits phytopharmaceutiques ou d'engrais, mais donc en les utilisant mieux. Donc la machine, et là c'est une conviction aussi personnelle, c'est que la mécanisation permet un peu moins de chimigation. J'allais dire, oui, seulement que ce soit les fertilisants ou les produits phyto, grâce à la machine, on utilise mieux tout ce qui a pu être mis en avant en produits chimiques. Je ne veux pas mettre en procès les producteurs de produits chimiques, de produits phytopharmaceutiques. C'est seulement, il y a une meilleure maîtrise et je pense qu'eux vont aussi dans ce sens-là, même si ça leur coupe un petit peu une part de leurs revenus. Exactement. La mécanique
peut bénéficier de ça. Le désherbage, on va parler du désherbage mécanique qui peut remplacer le désherbage chimique. C'est une solution écologique, agroécologique, on peut l'appeler comme on veut. C'est une solution, mais qui fait qu'on utilise moins de produits chimiques, qui satisfait plus la population, pas seulement l'entreprise agricole, mais le consommateur qui regarde ce que fait l'agriculteur avec un œil curieux et avec un œil de consommateur. Donc obligatoirement, on a cette évolution et la machine contribue à ça, la machine, les nouvelles technologies. Donc ce coût supplémentaire, il faut qu'il se retrouve aussi dans le prix de vente pour le consommateur aussi, je pense. Messieurs, merci à vous pour vos avis complets et détaillés. Et merci à vous qui nous suivez sur Internet. Et à très vite pour une nouvelle émission. Merci. Merci beaucoup.